Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du module chargé de recouvrement. Cette vidéo s'intitule « La gestion des défaillances clients, les essentiels en 10 points clés ». Nous allons donc revenir dans cette séquence sur 10 idées du chapitre dédié à la gestion des défaillances clients. Alors, première idée concernant la défaillance des clients particuliers, les personnes physiques, eh bien, c'est que le taux d'endettement d'une personne physique permet de détecter une éventuelle situation de surendettement. Donc, effectivement, en fonction de la gravité de la situation financière de la personne physique, eh bien, on pourra détecter ou non une situation de surendettement qui sera le reflet donc d'une situation financière aggravée et durable et que l'on doit donc mettre en comparaison d'une situation financière délicate mais passagère. Donc lorsque nous sommes en surendettement, eh bien la situation est durable et aggravée. Et donc ce taux d'endettement, eh bien il va effectivement nous permettre de visualiser cette situation de la personne physique. Deuxième idée clé, c'est le principe du moratoire amiable ou de l'échéancier amiable. Eh bien, c'est de permettre aux débiteurs en difficulté de régler ses dettes de manière échelonnée, sans que le créancier ne puisse exiger le paiement immédiat et total de sa créance. Donc, à partir du moment où on s'est mis d'accord sur un échelonnement et que cet échelonnement est respecté par le débiteur qu'il paye régulièrement les échéances prévues, eh bien alors le créancier ne pourra pas agir. Il doit donc respecter les modalités prévues dans le moratoire. Troisième idée clé sur la situation de surendettement, elle est caractérisée par l'impossibilité manifeste et durable pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir. Donc on a là plusieurs critères qui définissent la situation de surendettement, et donc une situation durable, une personne qui doit être de bonne foi et qui a des dettes non professionnelles, ou en tout cas qui pourrait avoir des dettes non professionnelles, mais pour être éligible au surendettement, seules les dettes non professionnelles seront prises en compte. Quatrième idée, toujours dans le cadre du surendettement, selon la gravité de la situation financière de la personne surendettée, eh bien, la commission de surendettement va statuer sur l'orientation de la procédure qui va être prise. Et donc, depuis les dossiers qui sont déposés en janvier 2018, nous avons donc plusieurs possibilités d'orientation de la procédure de surendettement, soit la mise en place d'une procédure classique, amiable, c'est-à-dire soit un plan conventionnel de redressement, soit des mesures imposées, soit lorsque la situation financière de la personne surendettée est très aggravée ou alors irrémédiablement compromise, eh bien, la commission de surendettement orientera la procédure vers ce que l'on appelle la procédure de rétablissement personnel, qui, elle aussi, prendra deux sous formes, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou alors le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Concernant les entreprises, une notion importante pour définir la défaillance de l'entreprise, c'est la notion de cessation de paiement. Cette définition de cessation de paiement, elle indique qu'une entreprise est en état de cessation de paiement lorsqu'elle est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Donc, le passif exigible, eh bien, c'est toutes les dettes qu'elle peut avoir et qui sont échues et qu'elle n'aurait donc pas payées. Et l'actif disponible, eh bien, c'est tout l'argent
sonnant et trébuchant qui va être disponible. Et donc lorsque l'argent disponible ne permet pas de couvrir les dettes échues, alors l'entreprise est en situation de cessation de paiement. Et cette notion est extrêmement importante puisqu'elle va jouer, le cas échéant, dans la procédure qui sera mise en place et acceptée par le tribunal. Selon l'état ou non de cessation de paiement, l'entreprise pourra être placée en sauvegarde, en RJ ou en liquidation judiciaire. Donc cet état de cessation de paiement, c'est un point clé pour ensuite la mise en place de la procédure de traitement des difficultés de l'entreprise. Il existe un certain nombre de procédures pour prévenir et traiter les difficultés financières des entreprises. C'est l'objet donc de cette 6e idée. Nous avons des procédures amiables de prévention et de traitement des difficultés des entreprises, qui sont le mandat ad hoc et la conciliation. Ce sont des procédures qui interviennent au moment où l'entreprise commence à avoir des difficultés et où elle va chercher à mettre en place des solutions avec ses différents créanciers. Pour ce faire, elle va avoir besoin d'être aidée, soit par un mandataire, soit par un conciliateur. Nous avons d'autres procédures qui existent lorsque la situation financière de l'entreprise est plus aggravée. Et là, nous allons rentrer dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. Le point important, c'est que dans le cadre de la sauvegarde, eh bien, l'entreprise n'est pas encore en état de cessation de paiement. Donc, elle a des difficultés financières connues, importantes, mais pas encore au point de la cessation de paiement. Alors que dans le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, là oui, l'entreprise est en état de cessation de paiement. Sauvegarde et redressement judiciaire, l'objectif de ces procédures, c'est de maintenir l'activité et de maintenir l'emploi dans l'entreprise. Dans le cadre de la liquidation judiciaire, il n'y a plus aucune perspective de poursuivre l'activité de l'entreprise et auquel cas, eh bien, on arrêtera complètement l'activité et l'entreprise sera liquidée. Alors, dans ces différentes procédures, eh bien, on a les procédures de mandat ad hoc et de conciliation. Eh bien, on va dire que ce sont donc des procédures amiables et confidentielles sans publicité légale, donc c'est-à-dire il n'y aura pas d'informations disponibles pour les tiers, sauf cas particulier pour certaines conciliations où là effectivement on peut avoir des accords de conciliation qui pourront être publiés, mais sinon ce sont des procédures amiables et confidentielles. En revanche, toutes les procédures collectives judiciaires, c'est-à-dire la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, eh bien ces procédures, elles font l'objet d'une publication au BODAC et de surcroît, elles sont mentionnées sur l'extrait cabis de l'entreprise. Donc là, ce ne sont pas du tout des procédures confidentielles. Bien au contraire, on a cette information de procédure collective qui est régulièrement portée à la connaissance des tiers et donc des créanciers. Et cette information, elle est effectivement importante puisqu'elle va permettre aux tiers qui auront pris connaissance de cette information de pouvoir faire valoir leurs droits en déclarant leurs créances. Et donc c'est effectivement l'objet de notre 10e point clé, c'est qu'un créancier, eh bien, il dispose d'un délai de 2 mois pour déclarer sa créance. Ce délai va commencer à courir à compter de la date de publication au BODAC du jugement de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Et donc, après avoir reçu un avis à déclaration de créance, le créancier doit effectivement envoyer sa déclaration de créance pour faire valoir ses droits. Si jamais il ne le fait pas, eh bien, il ne risque pas d'être remboursé et de toucher
le paiement de sa dette. Il aura toutefois la possibilité de déclencher une autre action si jamais il ne respectait pas ce délai de 2 mois. Eh bien, ce sera de faire une requête en relevé de forclusion auprès du juge commissaire, et donc là, qui lui permettra effectivement, si le juge commissaire est d'accord, de pouvoir produire sa déclaration de créance, même s'il est hors délai au départ et qu'il n'a pas respecté les 2 mois qui sont prévus par la loi. Alors, en conclusion, ce qui est certain, c'est que la défaillance, au sens large, eh bien, elle se caractérise pour les particuliers par la situation de surendettement. Pour les entreprises, eh bien, la défaillance en fonction de la nature des difficultés, s'il s'agit de difficultés naissantes, eh bien, on ira vers les procédures amiables, c'est-à-dire le mandat ad hoc et la conciliation. Et en revanche, lorsque nous avons des difficultés avérées, eh bien, la défaillance se caractérise par les procédures collectives, sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire. Du côté du créancier, eh bien, la gestion des défaillances, que ce soit le surendettement ou les procédures collectives, elle a pour objectif donc de minimiser les pertes définitives et de, au maximum, tenter de récupérer tout ou partie des créances qui ne seraient pas payées et donc qui rentreraient dans le cadre de l'une ou l'autre de ces procédures. Merci à tous, nous en avons terminé avec cette vidéo. À très bientôt.